Salut à tous, c'est FinanceSphere. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter la news qui secoue toute la cryptosphère, le fameux projet de loi Clarity Act. En clair, ce texte pourrait transformer en profondeur le paysage réglementaire américain. En coulisses, entre Washington et Wall Street, c'est un véritable bras de fer réglementaire, silencieux, mais d'une importance capitale, qui vient de commencer. Alors pourquoi ce projet de loi fait-il à ce point flipper Wall Street et diviser Capitol Hill? Examinons ensemble ce qu'il contient, où en sont les débats et le calendrier particulièrement serré des prochaines semaines. Et ce n'est pas tout. Nous allons également voir comment le Royaume-Uni profite de ce blocage politique aux États-Unis pour mener une stratégie offshore ultra agressive conçue pour aspirer la liquidité des actifs numériques directement sur son territoire. Entrons dans le vif du sujet. Décortiquons les 4 piliers de ce texte. Le premier point, c'est qu'il vient enfin siffler la fin de la récré pour la lutte de compétences que se livrent les régulateurs. Jusqu'ici, la SEC considérait la plupart des cryptoactifs comme des securities, valeurs mobilières, et passait son temps à attaquer tout le monde en justice en déposant des plaintes à tout va. Là, le texte réduit drastiquement son pouvoir pour transférer le gros de la supervision à la CFTC, qui fonctionne avec des règles beaucoup plus lisibles et basées sur des principes clairs. Le meilleur exemple de cette galère, c'est évidemment Ripple. Vous vous en rappelez tous. La SEC a engagé des poursuites contre Ripple au motif que le XRP constituait une security non enregistrée, déclenchant un feuilleton judiciaire interminable. Résultat, pendant que tout le marché était en plein bull run, le XRP est resté complètement sur la touche, bloqué à cause de ce risque juridique. Le Clarity Act vise précisément à éviter qu'une telle affaire se reproduise. Si le texte passe, une multitude de jetons vont basculer sous l'autorité de la CFTC. Mais il y a un obstacle pratique. Comme la charge de travail de la CFTC va exploser, la loi prévoit une rallonge budgétaire pour recruter du monde. Et forcément, ça a déclenché une bataille politique féroce en coulisses pour savoir si ces nouveaux postes stratégiques allaient être attribués à des républicains ou à des démocrates. Le deuxième point, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, c'est comment le texte gère les stablecoins. Le projet de loi exige que les émetteurs garantissent leurs jetons à 100% avec des actifs liquides de haute qualité, spécifiquement du cash ou des bons du Trésor américain. Sur le papier, on nous dit que c'est pour protéger l'investisseur. Mais en réalité, en incitant les émetteurs de stablecoins à acheter massivement de la dette américaine, l'État s'assure un acheteur solide et intégré, ce qui contribue indirectement à soutenir la demande pour la dette américaine. Le troisième pilier concerne la protection des développeurs et le cadre réglementaire de la DeFi. Mais il y a un énorme point de blocage: définir la responsabilité juridique des développeurs. Dans la première mouture du texte, les développeurs de logiciels open source purs, ceux qui ne touchent pas et ne contrôlent pas les fonds des utilisateurs, étaient exclus de la définition d'intermédiaires financiers. Sauf que les faucons de la régulation, menés par la sénatrice Elizabeth Warren, refusent catégoriquement ce traitement de faveur. Pour eux, impossible de laisser des devs déployer un smart contract, prétendre qu'ils ne gèrent pas l'argent et s'en laver les mains. Ils exigent eux que les créateurs de protocoles soient soumis dès le départ aux obligations de KYC et de lutte contre le blanchiment. Quatrième point, et on est sur la même logique de rupture, la réécriture pure et simple du droit bancaire pour permettre aux banques de dépôt d'intégrer légalement la blockchain et les actifs numériques pour le prêt, le règlement et la garde, custodie. Si ces réformes passent, c'est un séisme pour l'écosystème bancaire. Jusqu'à présent, même si les banques voulaient s'y mettre, la directive comptable S AB 121 de la SEC les obligeait à inscrire les cryptos de leurs clients comme une dette à leur propre bilan. But si la loi change, les grandes banques commerciales vont pouvoir se ruer sur ce marché en proposant des services de garde sécurisés et réglementés. L'arrivée de ces acteurs de confiance va rassurer les investisseurs institutionnels les plus conservateurs, ce qui va booster le marché de la tokenisation des actifs réels. À terme, si ces réformes se concrétisent, on pourrait voir arriver une super application financière unique pour tout gérer,
du paiement quotidien à l'achat d'actions tokenisées. Alors quand est-ce que ce texte va être voté? C'est pourquoi les prochaines semaines vont être décisives. Le 7 août, le jour où le Congrès part en vacances d'été pour un mois, est la date limite. Dans le meilleur des scénarios pour que le projet de loi survive, le Sénat doit valider les votes de procédure et voter le texte d'ici la mi-juillet. Ensuite, fin juillet, les législateurs entreraient en négociation pour harmoniser les versions de la Chambre et du Sénat. Mais si le texte n'est pas voté d'ici le 7 août, on bascule directement dans le scénario d'un projet pratiquement enterré pour cette année. De mi-août à mi-septembre, le Congrès est en vacances. Et à la rentrée, Washington entre pleinement dans la campagne électorale pour les midterms de novembre. Aujourd'hui, si on regarde les marchés de prédiction comme Polymarket, les parieurs évaluent les chances de réussite du Clarity Act à 38%. C'est très bas. Alors, qu'est-ce qui coince concrètement? Voyons les principaux points de friction. Le premier obstacle majeur, c'est la polémique autour des déclarations financières de Donald Trump. Le 1er juillet, des rapports ont révélé qu'une part colossale de ses revenus récents, représentant environ 65% de ses gains totaux, soit près de 1,4 milliard de dollars, provenaient des redevances sur les licences de jetons et des ventes de jetons de son projet familial World Liberty Financial. Forcément, les démocrates hurlent au conflit d'intérêts, accusant l'administration de façonner des lois pour favoriser des affaires privées. Leur exigence? Ils bloqueront le texte tant qu'on n'y ajoutera pas des règles d'éthique strictes interdisant aux proches des hauts dirigeants de gérer des entreprises crypto. L'autre grand front, c'est l'affrontement traditionnel entre les banques et l'industrie crypto. Les banques de réseau, regroupées notamment au sein de l'ICBA, font un lobbying d'enfer contre le projet de loi. Le problème vient d'une faille sur les bonus liés aux stablecoins. Le texte de base interdit le versement d'intérêts directs sur les stablecoins, mais il autorise la distribution de récompenses lors de transactions. Pourquoi les banques flippent autant? Elles craignent que les émetteurs de stablecoins utilisent cette faille pour proposer des rendements déguisés. Si c'est le cas, des milliers de milliards de dollars pourraient quitter les comptes de dépôt classiques, ce qui assècherait les crédits pour les commerces locaux et les PME. Bref, on assiste à un affrontement classique pour des parts de marché, l'industrie crypto qui pousse pour l'innovation contre le secteur bancaire installé qui protège ses dépôts. Pour résumer, Capitol Hill doit désormais jongler avec plusieurs batailles en même temps. Vu le calendrier particulièrement serré, l'adoption du Clarity Act cette année est plus qu'incertaine. Mais attention, la SEC a déjà préparé son plan B si le politique s'embourbe et compte bien publier ses propres directives administratives même si la loi échoue. Plutôt que d'attendre le Congrès, la SEC a déjà dégainé un cadre de classification des tokens basé sur 4 grandes catégories pour déterminer si un actif est une security ou non. Elle propose aussi une règle administrative appelée Startup Safe Harbor. Si une startup de la blockchain publie correctement son livre blanc, elle pourra bénéficier d'une exemption d'enregistrement allant jusqu'à 5 millions de dollars sur une période maximale de 4 ans. De plus, elle met en place un label de dispense pour décentralisation. Dès que le projet est suffisamment décentralisé et que l'équipe fondatrice s'efface, le projet est officiellement reconnu comme hors de la zone de régulation. Mais le véritable changement pour Wall Street, c'est l'évolution sur la garde d'actifs. Auparavant, les directives de la SEC sous la norme S AB 121 pénalisaient lourdement les banques qui voulaient conserver des cryptos. La SEC s'apprête désormais à remplacer la S AB 121 par la S AB 122 en appliquant des principes comptables standards. C'est une voie royale qui s'ouvre pour que les banques traditionnelles proposent des services de garde crypto sans être pénalisées dans leur bilan. Et si la SEC s'active autant en coulisses avec ce plan B, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elle voit ce qui se passe ailleurs. Pendant que l'Amérique s'embourbe dans ses guerres politiques internes, d'autres nations avancent à pas de géant. Le Royaume-Uni, en particulier, est en train de déployer une stratégie redoutable pour siphonner la liquidité des actifs numériques vers la City de Londres. Alors que le Congrès américain est totalement bloqué, la Financial Conduct Authority, FCA britannique, a validé son nouveau cadre réglementaire sur les cryptos,
Et la mesure phare est incroyable. Pour les actifs numériques hautement liquides et vérifiés comme le Bitcoin, catégorie A, les institutions financières britanniques bénéficieront d'une exigence de fonds propres calculée sur seulement 40% de leur exposition nette. En faisant cela, Londres cherche tout simplement à créer la version numérique du marché historique des eurodollars. Et leur arme secrète, c'est l'optimisation de l'efficacité du capital. Pour que vous compreniez bien la différence, aujourd'hui aux États-Unis, si un fonds institutionnel veut acheter du Bitcoin, la réglementation ultra stricte l'oblige à bloquer un capital de réserve équivalent à 100% de sa position. Le Royaume-Uni, lui, permet aux institutions de compenser leurs positions acheteuses et vendeuses et n'exige de provisionner que 40% de ce montant net. Le capital immobilisé est donc divisé par plus de 2. Le résultat est immédiat. Lassés de l'attentisme américain, de grands hedge funds et des firmes de prop trading sont déjà en train de créer des filiales et des paper companies à Londres. Les clés privées des portefeuilles ne bougent pas physiquement, mais comptablement, les transactions sont enregistrées sous pavillon britannique. C'est une réécriture parfaite de l'histoire des années 1960. À l'époque, les États-Unis avaient instauré la régulation Q qui plafonnait les taux d'intérêt des banques. Les capitaux avaient fui là où le rendement était meilleur, et Londres avait raflé la mise en déclarant que les dollars échangés sur son sol ne seraient pas soumis aux règles bancaires britanniques. C'est ainsi qu'est né le marché colossal des eurodollars, consolidant Londres comme la capitale financière mondiale. Aujourd'hui, le Royaume-Uni réitère exactement le même coup de force. En profitant du goulot d'encombrement américain, Londres se positionne comme le hub numérique offshore ultime. La grande question pour les années à venir est de savoir qui, de Washington ou de Londres, finira par contrôler les flux de cette nouvelle ère financière. Pour boucler la boucle, si le Congrès accélère et vote le Clarity Act avant la date limite, ce sera évidemment un puissant catalyseur pour l'écosystème. Cependant, le marché doit modérer ses attentes, car un report pourrait déclencher une correction à court terme. Mais gardez cela en tête, même si la loi échoue cette année, le cadre réglementaire est en train d'évoluer profondément, et la crypto s'intègre de plus en plus à la finance traditionnelle. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.